En fait, le style de vie que tu peux aller chercher avec le marketing de réseau, c'est exactement le même style de vie en mieux que si tu avais réussi dans le foot. Parce que aujourd'hui, il y a des gens dans le marketing de réseau qui prennent 1 million d'euros par mois, sans aucun problème. Oh. Il y a énormément de personnes qui prennent du 6 chiffres mensuels, d'autres personnes qui prennent du 5 chiffres mensuels. Donc en fait... Welcome. Bienvenue sur Pas à Pas Podcast, ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre du succès que tu n'as pas obtenu avec les efforts que tu n'as pas mis. Donc aujourd'hui, nous sommes avec, comme d'habitude, Capello. 4e épisode. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous avons Malik. Yes, ça est. Donc, voilà. Malik, comment tu vas? Et toi, frérot? Ça va. Merci Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Bah écoute, on va commencer directement. Donc, comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien. Ouais. Je me sens bien. Il manque juste un peu de soleil. Mais sinon, tout va bien. Ça va, on en a un peu ces derniers temps là, ça va. Ça commence à revenir petit à petit. 2 petites secondes, ça part, ça revient. Ça. Mais sinon, tout est bon. C'est la Belgique, malheureusement. À l'habitude. Bientôt un départ ou quoi? Ou tu comptes rester en Belgique Là, pendant les prochaines semaines, les prochains mois, c'est beaucoup de travail en ligne. Donc, Belgique. Et c'est plus moi, le bureau et moi, quoi. Ah, Ok. Faut bien commencer l'année. On a bien commencé le mois de janvier, février. Là, mars, ça commence aussi bien comme il faut. Donc, autant continuer sur cette dynamique-là. Ok. Quand on a de l'élan, c'est à ce moment-là, il faut pas lâcher. Hein. Et, Exact. comme ça, quand arrivera l'été, on pourra... Voilà. Décompressé. Ah, ça. Mais écoute, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Yep. Donc, je m'appelle Malik Cissé, j'ai 23 ans. Je viens d'avoir 23 ans au mois de janvier. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'entreprends, j'investis, marché financier, etc. Et j'entreprends dans le milieu du business en ligne, dans le milieu aussi de l'industrie du marketing de réseau. Ok. Intéressant. Et ok, j'entends. Concrètement, c'est quoi le marketing des réseaux? Alors, il y a deux styles de marketing. Tu vas avoir le marketing traditionnel où c'est des entreprises qui ont un produit ou un service et qui vont avoir tendance à marketer avec la pub traditionnelle, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit sur des panneaux publicitaires à la télé ou peu importe. Et en fait, le marketing de réseau, c'est le même principe. C'est des entreprises qui ont un produit, un service et qui peuvent, en fait, à la place de le marketer traditionnellement, vont créer un plan de rémunération qui, quand tu es client de cette entreprise-là et que tu es satisfait des services et des produits, tu as la possibilité en fait, de les recommander autour de toi et de créer en fait, un réseau de franchise. Un peu comme tu vas avoir par exemple un McDonald's aux États-Unis qui va créer un McDonald's en France, en Suisse, et forcément qui développe une organisation. Ok. Intéressant. J'espère que vous avez compris. C'est pas une industrie qui est super bien connue, mais c'est une des plus vieilles industries. Quand je repense, par exemple, il y a plein d'entreprises que nos mamans utilisaient. Je ne sais pas si vous aviez chez vous des boîtes en plastique. J'ai lu exactement le nom, mais des boîtes en plastique, il y avait des réunions avec des tantes, des cousines, etc. Ah, sûrement ça. Ça, c'est une entreprise, par exemple, de marketing relationnel, etc. En fait, peu importe le milieu, tant qu'il y a un bon service, un bon produit, on peut développer une entreprise comme ça. Non, exact. Surtout que le marketing, très très important. Il y en a beaucoup qui négligent, qui voient ça un peu comme que de la pub et tout, mais il faut savoir que sans marketing, la plupart des boîtes ne fonctionneraient pas. C'est l'un des piliers, c'est le pilier de certaines boîtes. Exactement. Parce que la plupart des boîtes, ouais. Ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, le nombre de fois où on a été au cinéma, on a vu un excellent film et on en a parlé en fait. On a recommandé, ça se trouve, on a rapporté des milliers de chiffres d'affaires à une entreprise, à un film, peu importe, parce que simplement on a kiffé le film, on en a parlé. Exact. Pareil avec un restaurant, il y a des restaurants qui sont les plus connus par exemple de la ville ou du pays. Et ils font pas forcément de publicité ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un va manger, il aime bien, il prend un snap. C'est bon, t'as été où? Ok, là. Puis recommandation en bouche à oreille, etc. Donc on le fait vraiment dans tout, mais pourquoi pas en faire un business en fait. Ouais, c'est vrai. Dans le marketing, c'est ça. En plus, tu fais faire croire à la personne que tu as besoin de mon produit. C'est une dinguerie en vrai. C'est ça. Je sais pas si vous avez vu dans le Loup de Wall Street, quand ils sont au restaurant, il lui dit vends-moi un stylo. Ah ouais. Il lui dit, je sais plus trop, il avait dit un truc du genre j'ai besoin d'écrire un truc ou quoi. J'ai pas de stylo. Tiens, t'as besoin d'un stylo. Tu vois? Exactement. C'est si simple que ça. Tu vois. Il y a quelqu'un qui disait, c'est un truc intéressant. Si par exemple, je suis assis sur une chaise et imaginons il y a une chaise à côté de moi, votre but c'est pas de me convaincre d'aller m'asseoir sur la chaise à côté. C'est tu mets le feu à ma chaise, comme ça je suis obligé de me lever et aller m'asseoir sur l'autre chaise. Et ça, quand tu comprends toutes ces notions de marketing là, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que c'est inconscient, mais tu vois, tu vas comment on appelle au cinéma par exemple, tu vois 3 popcorn, tu as un qui est moins cher, un plus cher et un milieu il est
c'est le bon prix, mais il est plus rapproché du plus cher. Bah, du coup, tu te dis, ok, je vais prendre celui du milieu. Pourquoi, par exemple, tu vas à une caisse d'un magasin et les bonbons, tout ça, ils sont à la hauteur des enfants parce que c'est là où ils attendent. Donc forcément, ils vont regarder autour d'eux, ils vont voir les bonbons. À un moment, tu m'achètes ça. Tout ça, c'est tout le monde, là, à l'heure actuelle, tout le monde a quelque chose à vendre. Et forcément, le marketing, c'est ce qui fait que les gens démarrent le business. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer alors à quoi ressemble une semaine de Malik? Alors, c'est plutôt ennuyant. Forcément, ça va dépendre des événements qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Mais c'est, on va dire, du lundi au samedi après-midi, c'est vraiment charbon fort. On se lève tôt. La première chose que je fais, c'est que forcément, je réponds aux messages que j'ai pu avoir avec les différents collaborateurs, clients que j'ai au sein de mon entreprise. Après, forcément, je vais directement à la salle de sport. Quand je reviens à la salle de sport, c'est meeting. Moi, le travail principal, c'est aujourd'hui comment est-ce que je peux montrer ce que j'ai en ma possession à un maximum de personnes. Que ce soit moi directement, ou que ce soit aujourd'hui des gens qui m'ont fait confiance, qui sont aujourd'hui collaborateurs, et avec qui je peux aider. Par exemple, quelqu'un qui commence, il ne sait pas trop comment expliquer le projet, etc. Il a des résultats, il est content, mais il ne sait pas comment en parler. C'est peut-être moi qui vais l'aider sur un Zoom, sur un événement physique ou peu importe, à partager cette information-là. Et moi, le but quand je me lève, c'est combien de personnes à la fin de la journée auront entendu ce que je fais de ma bouche ou de mon organisation. Et c'est ça jusqu'au soir, on va dire. Ok, chargé, tout ça. Et le dimanche on a vu la semaine. Hein. et non, le samedi soir, enfin vers on dirait, fin d'après-midi jusqu'à la soirée, c'est vraiment je déconnecte, je ne touche pas à mon téléphone, je réponds à personne. Okay. Parce que je pense qu'il faut aussi un moment où tu peux te déconnecter et tu n'es pas esclave de ton téléphone. Ça peut aussi vite tomber, tu as des gens qui te sollicitent tout le temps et tu peux tomber dans ce truc-là, je vais répondre, je vais les aider. Alors qu'au final, s'ils n'ont pas de réponse pendant 2-3 heures, ce n'est pas forcément un problème. Donc samedi soir, moi je suis quelqu'un de très casanier. Hein. J'aime pas les clubs, j'aime pas les sorties, les boîtes, etc. Moi, tu mets un film, tu mets un bon casse-dalle comme ça et c'est parti. Hein. C'est parti. Ça nous fait un point commun à tous les trois, nous aussi. Il n'y a pas trop casanier. Pas trop de trucs. À la maison, dimanche, forcément, je ne fais pas de réveil, je laisse mon corps se réveiller, se reposer. Ça aussi, tu fais la plupart des gens. Mais généralement, quand tu laisses ton corps te réveiller, je ne sais pas si toi aussi tu as ça ou si vous avez ça, c'est quand tu as l'habitude de te réveiller très tôt la semaine. Le dimanche, tu dis, je vais faire une grasse mat. 8h30, t'es debout. Ah, t'es debout. 9h. Quoi. Après, quand je dis laisse mon corps me réveiller, c'est que vers ces heures-là, je suis debout parce qu'en semaine, je me lève vers 7h. Ouais. Et je me lève, je sais pas, à 8h30 le dimanche. Je vais procrastiner un peu dans mon lit, sur mon téléphone. Je pense que c'est important de dire ça aussi parce que parfois, même quand tu es dans le business, l'entrepreneuriat, c'est pas pendant 4 ans, 7 sur 7, tu vois. H24, tu prends des douches froides, tu vas courir le matin, tu reviens, tu manges des mandarines. Bon, les mandarines, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça, je suis pas trop... comment on appelle ça je suis pas trop pour ça. Parce que souvent, c'est les gens qui te disent qu'ils ont des morning routines où ils se lèvent à 6h et puis ils commencent pas à travailler avant 13h. Ils ont des morning routines qui me prennent la moitié de la journée. C'est pas forcément ce qu'ils faisaient à l'époque pour avoir du succès. Tu vois. C'est des choses qu'ils ont mis en place, mais en fait, la chose que tu dois faire, c'est que tu te lèves le matin et tu réduis le plus le temps possible entre le temps où tu te lèves et le temps où tu commences à travailler. Et plus ce temps-là, il est court, plus tu as du succès, en fait. Parce que tu te lèves, tu commences à travailler. Tu es productif, ouais. Si tu commences à prendre des douches froides, tu peux le faire si tu te sens mieux, parce que le but, c'est de se sentir mieux pour commencer à travailler, être productif. Mais si le fait de te prendre une douche normale, tu es aussi productif qu'une douche froide, prends ta douche normale. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, courir le matin, t'as déjà couru le matin, toi? Non. Une fois, je faisais ça avant, quand j'étais dans ma belle époque. Je courais. C'était pas vraiment le matin, c'était vers 11h, mais ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Taper une bonne course là. Ouais. Après, pendant un moment donné, je pense que ça a duré quelques mois, j'allais à la salle à 4h du matin. Ouais. Oh, t'es chaud. Mais en fait, j'ai étudié à l'université à Maastricht. Ouais. Et donc, du coup, mes cours, ils commençaient à seulement 11h. Ok. Mais la salle, forcément, elle était 24/24. Donc, le temps que je prenne le train de chez moi aux Pays-Bas, j'avais 2 heures, forcément, avec plusieurs trains à prendre. Donc j'allais à la salle, c'était le seul moment de la journée parce que je rentrais. Forcément, je devais commencer à travailler sur les business que j'avais commencé à l'époque où ça c'était tout récent. Donc j'allais à la salle à 4h. Et tu avais un peu. C'est pas forcément que tu t'entraînes mieux ou quoi à 4h, mais c'est que tu as un sentiment là de ok, je suis debout, tout le monde dort. Ouais, tu vois, c'est ton ego qui parle en fait. Alors qu'au final, le va à la salle à 19h30. Je travaille. Vous dormez pendant que je travaille. Ouais, de ouf. Tu sors, il fait noir. Et c'est un boost un peu. Tu sors, il fait noir, tu dis ok, je fais des choses que la plupart des gens sont pas prêts à faire. Donc je mérite d'avoir des choses que les gens n'ont pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans moi, à un moment,
avant d'aller à l'école, j'allais courir. Donc vers 6h, je crois, 6h30. J'ai pas tenu longtemps. Hein. Non. J'ai pas tenu longtemps. Et non. Il y a un moment donné, tu te dis, pourquoi je fais ça en fait? Ouais, c'est ça. À un moment donné, je me suis dit, en vérité, pourquoi je fais pas comme tout le monde? Mais bon, j'ai quand même continué. Puis en vrai, je m'entraînais déjà de base tous les jours. Mais je voulais rajouter en plus. Ouais. Mais... Après, ça dépend pourquoi tu le fais aussi. Si tu cours tous les matins parce que tu as un objectif sportif derrière, ou tu te prépares pour un marathon, quoi que ce soit, ça fait sens. Mais si tu cours juste le matin pour... S'il n'y a pas de but derrière, c'est que tu vas le faire pendant un moment donné. Parce que tu es discipliné, etc. Mais après, tu vas te donner une raison de dire que pourquoi tu fais ça. Ouais, en vrai, tu le fais même parce que tu es motivé. Mais c'est plutôt la discipline qui va faire que tu continues et ton objectif. C'est ça. Si tu n'as pas de but... Moi, je trouve que c'est le but. Parce que j'ai remarqué, j'ai fait pas mal de tests, j'ai remarqué la plupart du temps, quand tu commences quelque chose, si tu n'as pas de but, tu peux avoir toute la discipline du monde, toute la motivation du monde. Ok, peut-être la discipline, ça va t'amener à terminer cette chose, mais tu vas pas comprendre pourquoi tu l'as fait, tu vois. Ouais. C'est comme quand la plupart de certains entrepreneurs qui disent prends une douche froide, ils te disent parce que eux, leur but, je sais pas moi, ils ont vu qu'au niveau du corps, ça a baissé, on va dire, le taux de maladie, etc. Enfin, tout ce que les scientifiques disent. Mais pour moi, je trouve qu'il faut avoir un but. Parce que comme tu as dit, 6h du matin, tu te réveilles, tu cours comme ça, c'est quoi ton but? Exact. Tu vois, si c'est juste pour être plus si tu trouves, par exemple, qu'en courant à 6h du matin, ta productivité, elle augmente, à ce moment-là, ok, tu as un but, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je courais. Après, à un moment, je me suis rendu compte, en vrai, j'étais plus fatigué qu'autre chose. Tu vois, même si j'avais mon objectif, en vrai, je m'entraînais déjà tous les jours de base, tous les soirs. Je me suis dit, il faut aussi se reposer un peu. En plus, à l'école, j'allais. Déjà, de base, je ne suis pas un bon élève, mais là, j'étais encore moins. Donc, en vrai... tu commences à piquer du nez à 10h30. Ouais, même pas 10h30. Non, Mais là, maintenant, revenons à la base. Et du coup, comment le marketing est rentré dans ta vie? Est-ce que tu penses que c'était ta vocation depuis le début? Explique-nous un peu, dis-nous tout. Alors, pas du tout. Je pense pas que quand tu démarres le business, que tu te dis, c'est ça exactement cette industrie-là que je vais faire. Tu vois. Moi, j'ai fait du foot pendant longtemps. Donc, mon objectif principal, c'était des joueurs professionnels. J'ai commencé tard. J'avais 8-9 ans. Donc, ce qui est assez tard quand même quand tu regardes la plupart des gens qui jouent au foot, tu démarres à 6 ans, 5-6 ans, dans ces entours-là. Donc j'ai commencé tard, jusqu'à mes 17-18 ans, tout se passait bien, donc j'étais niveau élite, hein. J'ai fait plusieurs centres, etc. J'ai entraînement 3-4 fois par semaine, match le week-end, enfin bref, c'était vraiment ce pourquoi je me battais, tu vois. Et je crois qu'on en avait parlé, j'ai eu cette chance, malchance d'être bon physiquement dans pas mal de sports. Dire que j'ai jamais dû travailler fort, par exemple, pour savoir courir vite ou pour savoir bien jouer au basket, pour savoir bien jouer au foot, pour savoir... Tout ça, c'est des choses qui sont venues assez naturellement. Et du coup, tu tombes dans cette erreur-là de ta zone de confort. En fait, tu te dis, pourquoi j'ai pas de focus, je vais commencer ça, puis ça me plaît, puis pourquoi pas commencer ça. Et en fait, tu te disperses. Et donc, mon focus sur le foot, il a commencé un petit peu à disparaître au fur et à mesure du temps. Puis tu rencontres des difficultés, tu joues un peu moins, etc. Puis en fait, tu te dis, pourquoi je me casse la tête à faire ça en fait? Tu penses que tu aurais pu aller loin? FIFA Honnêtement, si j'avais l'état d'esprit que j'ai là maintenant, dans le business, dans le foot, je pense, honnêtement. Quelle équipe? Je sais pas. Mon équipe préférée, tu veux dire? Ouais, à Madrid. Okay. Aïe, Madrid. Hein. En plus, il manque un numéro 9 là. T'es le numéro 9? Ouais. Il y a Titi qui va arriver. C'est sûr. Il n'y a que lui qui l'a pas dit, mais tout le monde le sait. Tout le monde sait. En tout cas, s'il vient pas, c'est... À tout moment, il peut mettre encore un faux plan comme la dernière fois. Ça, tu sais pas. Je pense pas. Ok. Mais du coup, pour répondre à la question, c'était la première partie. Après que ça n'a pas fonctionné, j'ai dû choisir un chemin d'études parce que je n'avais pas connaissance de vraiment de l'entrepreneuriat. Tu sais, j'avais 17-18 ans. Moi, la seule notion que j'avais où tu peux faire de l'argent, c'est soit tu fais dans le sport, art, artiste, etc., c'est pas mon truc, et où tu peux, par exemple, faire de l'immobilier. Moi, c'est ce que j'avais en tête. C'est la chose que je connais, tu vois. Et du coup, je commence à faire les calculs. Si je prends un bâtiment, boum, ça fait autant de loyer, je peux payer autant de charges, blabla, je peux faire un deuxième. Je me dis, mais c'est longtemps pour être riche, tu vois. Et du coup, je suis parti à la fac, à l'université aux Pays-Bas, du coup. Et je trouve un ami à moi qui avait commencé aussi. Et forcément, il y a eu un voyage qui a été fait aux États-Unis où il n'y avait pas forcément à l'époque, il n'y avait pas forcément d'entreprises en Europe qui démocratisaient l'éducation financière, qui démocratisaient les marchés financiers,
le fait que un client totalement retail, il peut avoir son travail, ses études, et avoir un réel plan financier, une réelle éducation à côté. Il n'y avait rien. Et du coup, il y a un voyage qui a été fait aux États-Unis, où en fait, il y a une entreprise qui a été trouvée, qui avait pour but, une entreprise de marketing relationnel qui développait de l'éducation financière. Une entreprise cotée en bourse depuis des années, donc forcément, tu as toute la transparence de la chose, et il y avait rien en Europe, donc il y a un partenariat qui a été fait pour développer cette entreprise-là en Europe. Donc c'est comme ça qu'on l'a connue. Et puis, au début, moi, c'est juste les services qui m'ont intéressé. C'est-à-dire que, logiquement, c'est rare quand tu démarres une entreprise de marketing relationnel pour faire du marketing relationnel, si tu n'es pas dans le milieu. Donc, généralement, c'est les services et les outils qui t'intéressent. Et moi, la première chose que j'ai vue, c'est le trading, c'est les investissements sur les marchés financiers à long terme, c'est l'éducation financière de façon globale, c'est la possibilité d'avoir accès à des gens qui ont aujourd'hui une fortune qui tu peux même pas compter de façon classique, qui sont multimillionnaires, qui sont aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui sont milliardaires. Et c'est des choses, quand tu n'es pas dans ce milieu-là, où au final, tu n'as jamais accès. Parce que pourquoi ils vont te donner de leur temps? Ça ne sert à rien. Pour eux, en tout cas. Et alors que là, vu que tu es dans un système de franchise, tu as la possibilité de travailler directement avec eux, si bien sûr tu fournis les résultats qui sont nécessaires. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai été exposé la première fois. Parce que j'ai rencontré des gens qui, à côté des investissements, avaient développé la partie marketing relationnel. Et qui, je peux dire, il y a un très bon ami à moi maintenant, qui est mon mentor, qui s'appelle Maxime Pierre. Et je pense qu'il a son premier million d'euros. Le premier million d'euros, il l'a fait, il avait 23 ans. Donc moi, je vois ça, à l'époque, je pense que j'avais 18 ou 19 ans. Je dis, wow. Le gars, il a... Il a 1 million, quoi. C'est 1 million, tu vois, il a 23 piges, tu fais pas ça dans le traditionnel. Et l'histoire qu'il avait, il était à peu près la même chose que moi, sauf que lui, il a eu énormément de blessures, etc., a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Mais il était fouteux. Il a joué au FC Nantes, etc., il était fouteux, quoi. Je me dis, on a fait la même histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à pousser. Je commençais à savoir ce qu'il fallait faire, je commençais à le faire, je commençais à avoir des bons résultats. Et puis, petit à petit, je me suis rapproché des personnes à qui je voulais ressembler. Et puis maintenant, je pense encore hier, je l'ai eu au téléphone pendant 45 minutes à peu près. J'avais des questions, je lui ai posé. Voilà un petit peu la rencontre avec le marketing. Ouais. C'est d'abord par le service, par le produit, et puis la compréhension de OK, ça marche pour moi, et je peux être payé à expliquer à d'autres personnes comment l'utiliser et à leur permettre d'avoir des résultats. Ok, let's go en fait. Yep. Et quand tu as rencontré ça, c'était l'amour fou ou au début, tu t'es dit, bon, je vais faire ça pour faire ça, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, ou tu as vraiment aimé? Alors, au début, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mes premiers 6 mois, j'ai eu 0 €. J'ai plus dépensé d'argent que gagné. Okay. Parce que forcément, tu mets en place des événements, tu te déplaces. Si par exemple, tu vas manger avec des gens qui sont potentiellement intéressés, etc., c'est toi qui payes. Parce que forcément, tu viens de démarrer, mais tu n'es pas censé leur faire comprendre que tu galères, tu vois. Donc, c'est toi qui payes. À l'époque, j'avais pas le permis, donc c'est les transports, si tu te déplaces. Enfin, bref, c'est... Et si les gens, au final, t'es pas très légitime, surtout que, je pense qu'on va en parler, mais j'avais 18 piges. Et donc, j'avais 18 piges, parfois, j'allais présenter ça à des darons de 42 ans. Et ils me disent, mais c'est pas toi qui vas... T'as 18 ans, grand. Toi, tu vas me parler de marché financier, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, mais 6 premiers mois, pas de résultat. Pas de résultat, je pense... C'était vraiment au sérieux, c'est-à-dire que j'ai pas fait ça à la légère ou un petit peu de temps en temps. C'était... Non, ok, tous les jours. Qui est intéressé? Boum, lui. Ok. Comment je peux l'expliquer? Comment je peux me déplacer? Ah, t'es là. Ok, faut... Mais 6 premiers mois, pas de résultat. Après, au bout d'1 an, j'ai tout noté. J'ai tout noté, je pense, au bout de ma première année, j'avais fait 1 000 €, je pense, un truc comme ça. Ok. 1 000 € de... bénéfice. Je peux utiliser mon téléphone, là? Ouais, vas-y. T'inquiète. C'est chill. Ouais, ma première année... J'avais... Ouais, première année... Donc, j'ai démarré en 2019. Non, ma première année, j'ai fait 2 000 €, 2 000 $. Oh, de bénéfice ou au total? Au total. Ok. Après, dans ce que je fais, tu n'as pas forcément énormément de charges. T'as juste, tu fais des événements ou si tu te déplaces, mais j'ai pas d'employés, j'ai pas de bâtiment, j'ai pas de matériel, j'ai pas de... Ok. 2000. Ouais, 2000. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Mais je veux dire, tu te dis, je vais être millionnaire, tu vois. Et puis tu te dis, première année, vas-y, j'ai 2000 balles. J'aurais pu trouver un taf de thune, j'aurais fait plus. Tu vois, donc, non, ça c'était la première année. Et après, forcément, là, depuis que j'ai démarré, chaque année était meilleure que la précédente. Et forcément, au bout de ma 2e année, ça a pris
on va dire une autre dimension un petit peu. Mon premier mois à 5 chiffres mensuels, j'avais 20 ans. Donc c'était 2 ans après mon démarrage. Et puis après, forcément, ça s'est développé. Ok. Et tu t'es jamais dit, genre, quand tu faisais, quand tu étais dans les 6 premiers mois, qu'il n'y a pas d'argent qui rentrait, ou même quand tu as fait ton premier 2000 € l'année, tu t'es jamais dit, purée, je vais peut-être trouver aussi un travail, un job étudiant sur le côté et faire ça à côté. Ça t'est jamais passé par la tête? Alors, j'étais encore aux études, donc j'avais pas cette notion de... En fait, là, si tu me poses la question maintenant, ma réponse, ça va être différente. Mais à l'époque, c'était, j'ai mes études, je vais les continuer jusqu'à ce que je gagne de l'argent, et puis il faut que les études, tu vois. Moi, c'est ce que je me disais. Et pendant les premiers 6 mois, j'ai eu envie d'arrêter. À un moment donné, je me casse la tête, et c'est pas facile quand tu as une idée en tête et que tout le monde te dit non. Ça fait mal. Hein. Tu vois, t'es là, et surtout quand tu as un peu d'ego, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi t'es qui toi pour me dire non, tu vois. Ta vie, elle est nulle et tu me dis non à moi, tu vois. Alors que c'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, mais pourquoi tu te dis, t'as vraiment besoin de ce que je suis en train de te montrer là, tu vois. Donc pourquoi... Et tu cherches à trouver des réponses à des questions où en fait, tu as juste besoin de continuer à travailler. Et j'ai continué à faire ça. Parce que je me suis dit, j'ai fait la meilleure erreur dans le foot, en fait. Dans le foot, je me suis dit, ça devient compliqué, je vais changer. Et donc, je me suis dit, quand j'ai commencé l'activité, je me suis dit, là, et peut-être les gens vont dire, c'est pas vrai ou quoi que ce soit, j'ai dit, tu vas réussir dans ce truc-là, ou vas-y, c'est mort, tu n'auras pas de succès dans ta vie, tu vois. Et donc, du coup, j'étais obligé. Je savais qu'à un moment donné, ça allait venir. Tu peux pas, c'est pas cohérent, tu peux pas travailler pendant autant de temps, pendant autant d'années, à mettre les efforts en place, tu n'as pas de résultat, c'est pas logique. D'office. Donc, non, j'ai bien fait de continuer. Et puis, ce qui est bien, c'est que pendant ces 6 mois-là, j'ai bâti des compétences. Tu vois. J'ai bâti des compétences où, à un moment donné, quand j'étais dans la position où il fallait ces compétences-là, elles ont pu me back up. Tu vois. Là, tu as raison. Moi, je dis toujours, j'avais dit une fois dans un podcast, quand tu travailles pendant 6 mois, 1 an, tu auras d'office des résultats. Maintenant, la question, c'est est-ce que les résultats que tu vas avoir, c'est ceux que toi t'attendais? Est-ce que ça te convient? Ou est-ce que toi, tu t'attendais à plus? Tu vois? Mais en tout cas, même dans mon entourage, je connais personne qui a travaillé 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et genre, il a eu aucun résultat. Tu vois? C'est sûr que ça n'existe pas, c'est pas possible. Et même si tu n'as pas de résultat concret, matériel, financier, le résultat, c'est la personne que tu deviens, en fait. Donc, exact, les expériences. Hier, j'écoutais un truc, c'était une interview, et le gars, il disait, c'est un comédien. Il disait, on me dit que j'ai réussi vite, etc. Parce qu'il a vraiment explosé sur la dernière année et demie. Et il a dit quoi? Il a répondu, ça m'a pris 10 ans pour devenir un succès du jour au lendemain. J'avais vu ça, je crois. J'avais vu ça. Et en fait, c'est réel. Dire que... Et si tu n'as pas de résultat pendant 2 ans, c'est quoi le problème? C'est vrai. C'est ça. Si parce que, en fait, c'est quoi l'alternative? C'est que si tu prends le chemin traditionnel, tu auras d'office pas de résultat. Donc même si ton résultat, il prend 20 ans, il n'y a aucun problème. Parce que quoi qu'il arrive, si tu n'es pas en train d'entreprendre à essayer vraiment d'aller explorer ton full potentiel, tu devrais travailler pendant 40 piges. C'est ça. En vrai, ouais. Maintenant, ce qui est bien, c'est que, et je ne sais pas si c'est une petite question qui viendra après, mais quelqu'un qui démarre maintenant, pour moi, avoir un travail sur le côté, c'est parfait. C'est vrai que tu peux investir. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que ça te permet de... En fait, je trouve que quand tu as un taf et que tu entreprends, maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix, tu vois. Ouais. Mais quand tu as un taf à côté et que tu entreprends, tu as moins ce truc de essayer de trouver à manger et ton business ne fonctionne pas, tu es frustré, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je me dis... Mais maintenant, il faut aussi, c'est dans la tête, tu vois. Faut pas te dire, j'ai mon taf, ça fonctionne pas, je reste dans mon taf, tu vois. En fait, il y a 2 choses. Il y a très peu de personnes qui savent opérer sous la pression. Donc, si par exemple, il y en a, ils vont se dire, j'ai pas d'argent, je suis obligé de travailler là maintenant, je suis obligé de charbonner mon business pour pouvoir avoir un certain niveau de résultat. Il y en a qui, cette pression financière-là, de si tu n'as pas de résultat là maintenant, tu manges pas, ou j'extrapole, tu vois. Mais c'est chaud. Ça va les booster. Il y en a qui vont, ça va booster une minorité, et d'autres personnes, ils vont pas tenir. Donc pour ces personnes-là, c'est mieux que tu aies un travail. Mais même à côté de ça, les gars, il y a des salariés qui gagnent plus d'argent que des entrepreneurs. Exact. Ouais, et il y a cet ego-là aussi de se dire que non, moi, je suis qui pour qu'on me donne des ordres. C'est momentané. C'est plus le travail qui travaille pour toi que toi qui travailles pour le travail. Parce que tu vas là-bas, tu donnes de ton temps, etc. Mais tu sais que c'est pas indéfini. Mais ce truc-là, c'est que tu te donnes, ils te donnent l'argent. Et cet argent-là, si tu es malin, va en coloc, vis chez tes parents. Toi, tu es jeune, vis chez tes parents, reste en colocation. Paye le moins possible de dépenses. De charge. Et comme ça, cet argent-là, tu peux l'investir dans ton business. Si ça foire, c'est pas grave. Exact.
et tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux te construire. Jusqu'à ce que ton business, à un moment donné, tu aies assez de recul pour dire, ça fait 6 mois, 1 an et demi, je gagne autant, je peux me permettre, j'ai de l'argent de côté, je peux me permettre de... Vas-y, c'est pas grave, mon taf, c'est merci, au revoir. C'était gentil, mais maintenant, ça m'a mis dans une position où je peux faire mon business à temps plein. Parce qu'il y a des gens qui sont à temps partiel et qui trop vite passent à temps plein. Mais si quand tu passes à temps plein, tu gagnes moins d'argent que quand tu étais à temps partiel avec ton travail, c'est que tu étais mauvaise décision. Parce que temps plein, ça doit te permettre justement de libérer plus de temps pour que tu puisses avoir plus de résultats dans ton business. Donc si tu gagnes moins d'argent, c'est pas logique. Ah, exact. Je suis d'accord avec toi là. Bah, tu as déjà répondu à la question que j'allais te poser, mais quand même, je te la pose. C'est du coup, quels ont été les déclics qui t'ont fait penser que tu pouvais réussir dans le marketing des réseaux? Ouais. Bon, après, tu as déjà bien répondu, mais... Parce que j'ai vite vu de mes propres yeux que ça fonctionnait. Okay. Pas pour moi, mais que ça avait fonctionné pour plusieurs personnes à très haut niveau. Okay. Et en fait, le style de vie que tu peux aller chercher avec le marketing de réseau, c'est exactement le même style de vie en mieux que si tu avais réussi dans le foot. Parce que tu peux... Aujourd'hui, il y a des gens dans le marketing de réseau qui prennent 1 million d'euros par mois, sans aucun problème. Wow. Il y a énormément de personnes qui prennent du 6 chiffres mensuels, d'autres personnes qui prennent du 5 chiffres mensuels. Donc en fait, après, tu n'es pas dans des revenus de Champions League non plus ou Arabie Saoudite. Mais je veux dire que tu prends 12 millions d'euros à l'année, entre guillemets, avec des années, et tu performes énormément. C'est pas dégueulasse, quoi. Sans vraiment pas. C'est dégueulasse. On va pas dire non. Il y a cet aspect-là, il y a cet aspect aussi où, par exemple, moi qui voulais être footballeur, tu étais un employé bien payé aussi. Donc ça veut dire que tu dois répondre à des responsabilités, tu dois pas faire ce que tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, tu n'es pas libre en tout cas pendant tes premières années, et surtout que dans le foot, tu n'as pas forcément l'environnement qui fait que après le foot, tu peux avoir des bons contacts pour des finances, pour faire perdurer ça. On voit beaucoup. Tu as des footballeurs qui, à cause de leur entourage ou les mauvaises... Les agents, les trucs, etc. On voit trop souvent ça. Ils ont fait beaucoup d'argent, mais après, peanuts, tu vois. Alors que via le marketing réseau, tu peux avoir accès à des personnes qui aujourd'hui... On va parler d'investissement après, mais moi, par exemple, là, dans les gens que je fréquente, j'ai des gens qui sont multimillionnaires, mais dans leurs investissements. Donc, j'ai une question, je peux les contacter. Cet investissement-là, parce que souvent, est-ce que tu gardes, est-ce que je vends, est-ce que j'achète? C'est mieux que tu gardes celui-là, par exemple. Celui-là, c'est mieux que tu coupes. Mais c'est des bêtes trucs, c'est 2-3 mots, mais qui peuvent changer la tête de ton portefeuille de façon extrême. De dingue, ouais. Donc, ouais, il y avait ça. Et puis surtout, je me suis dit que j'avais pas envie de refaire ce truc-là où je vais trouver un autre truc qui fonctionne pour moi. Je suis très croyant. Le foot, ça n'a pas fonctionné. On m'a donné une deuxième opportunité où je peux aller chercher la même chose, voire mieux. Je vais pas commencer à me dire, ouais, peut-être c'est pas fait pour moi. Parce que pour moi, c'est un peu du bullshit. Le truc, c'est pas fait pour moi. C'est toi qui te convaincs que c'est pas fait pour toi, en fait. Parce que techniquement, il n'y a rien qui est fait pour quelqu'un ou qui est pas fait pour toi. Exact. C'est-à-dire que, après, je vais pas faire ça, mais si je voulais aujourd'hui, c'est mon rêve de savoir chanter, je sais pas bien chanter, je peux me mettre dans une position prendre des cours. Ouais. Voilà, où je vais pouvoir améliorer en tout cas, et même via les systèmes d'audio, pouvoir avoir un certain rendu. Ouais. Mais je vais pas me dire, parce que j'ai jamais chanté, c'est pas pour moi. Si j'ai envie de le faire, fais-le. Moi, je pense pas que c'est le fait de se dire... Non, je pense pas que c'est le fait de ne pas être fait pour soi. Moi, je pense que c'est le fait d'aimer. Je pense que tu peux faire un truc pour l'argent et forcément pas aimer. Mais pour moi, il y en a qui le font. Honnêtement, force à eux, je sais pas comment ils font. Mais quand je parle de... C'est pas pour travailler, je parle... C'est quand tu entreprends, tu fais un truc par rapport à l'argent, plus... je trouve qu'il faut faire plus un truc par rapport à ce que tu aimes. Ouais. Tu vois, par exemple, toi, le marketing des réseaux, t'aimes, tu kiffes, tu vois, ce qui fait que au final, quand tu te réveilles, tu travailles dessus, t'as pas l'impression, genre en mode que t'es là, tu entre guillemets, tu perds du temps, tu pourrais faire autre chose, tu vois. Mais après, pour répondre à ce que tu dis, moi, je suis persuadé que tu aimes quand tu deviens bon dans le truc. Ah ouais, tu penses? Par exemple, genre, imaginons le basketball. Ouais. T'es pas bon au basketball, mais tu peux aimer regarder le match, etc. Ouais. Donc quand tu vas jouer, vu que tu es mauvais, ça va te mettre la haine. Tu vas te faire bousculer, etc. Bref, tu vas te faire humilier, bref, t'es pas bon. Si tu deviens bon dans ce game-là, tu vas encore plus aimer. Là, par exemple, marketing relationnel ou n'importe quel business, mon but, c'est pas de changer la planète Terre. Tu vois, ou parfois on peut avoir des... Il y a certaines personnes qui pensent que pour démarrer un business, tu dois avoir l'idée du siècle, l'idée qui révolutionne le monde entier. Tu vois. Ah, il me faut rire, cela. Alors, dans certains cas, c'est possible. Et du coup, tu deviens... Ouais, si tu es une success story dans ce que tu fais ou tu apportes vraiment une solution, tu deviens le 1% de 1%, 1%, tu es Jeff Bezos, etc.
Maintenant, le but, moi, être milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, faire quelques millions en faisant un business qui fonctionne déjà, que j'aime ou que j'aime pas, je sais bien que je ne vais pas forcément faire ça toute ma vie. Mais si je me dis que je suis prêt à faire quelque chose pendant 5-6 ans, un truc que j'aime bien ou pas, on s'en fout en fait. Okay. Et que je termine le jeu. Parce que moi, ma conception de la vie, elle est un peu différente dans le sens où d'abord tu fais de l'argent, d'abord tu te mets bien, d'abord tu sécurises ta vie, après tu fais tes passions. Et après tu fais ce que tu aimes. Ok. Donc, si le business là maintenant, il y a quelqu'un il y a un exemple que j'ai regardé, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur américain qui est devenu multimillionnaire parce qu'il avait installé le système de sang bon dans les urinoirs. Ouais. Et le gars, il s'est pas dit j'ai une passion pour les toilettes. Ouais, là, je suis sûr. Je crois que j'avais vu. Ouais. Je crois que j'étais tombé sur ça. Le gars, il s'est pas dit j'ai une passion pour les toilettes. Il me dit il y a un business qui fonctionne, je peux le faire. Tu le tentes, ouais. Je le fais, je gagne de l'argent. Bah, maintenant qu'il a de l'argent, peut-être que sa passion, c'est les fleurs. Il kiffe, tu vois, maintenant, ouais. Vivre de sa passion quand tu as plusieurs millions sur le compte et que tu sais bien que tu ne devras pas travailler jusqu'à la fin de ta vie et que tes parents, tes amis, tes enfants sont bien, tu as réussi ta vie en tant qu'homme chaud. Non, c'est vrai. Ouais, je l'ai pas vu de cette manière. Non, mais c'est vrai que c'est mieux en plus de travailler maintenant, tu vois, et après, tu es tranquille. Parce que si tu travailles pas maintenant, après, tu vas souffrir, mon ami. Après, les trucs passion et tout, tu n'auras même plus le temps. Tu n'auras pas le temps, tu auras tes enfants et tu ne seras même pas en train de vivre, tu seras en train de survivre. Exact. Tu vois, et ça, c'est compliqué. Et j'avais une discussion justement avec Maxime, que j'expliquais. Et à un moment donné, on discutait, il disait quoi? Il disait, les gens, ils me disent souvent, j'ai envie de profiter de ma jeunesse. J'ai envie de profiter de ma jeunesse, etc. Parce que, oui, mais si je suis plus de ce monde demain, au moins j'aurais kiffé. Mais ça, je trouve que c'est super arrogant parce que qu'est-ce qui se passe si là, maintenant, tu vis jusqu'à 85 ans? Tu as niqué ta vie. Donc, il ne faut pas tomber dans cette arrogance-là de savoir, oui, si je meurs demain, au moins j'ai profité. Mais si ce n'est pas le cas, tu as bien intérêt à faire en sorte que tu as préparé l'après. Exact. Et donc, autant te dire, pour moi, la meilleure façon après, chacun a son avis, mais la meilleure façon de réussir, tu démarres le plus tôt possible. Si, par exemple, ce que tu veux faire nécessite un diplôme, va à l'école. Tu vois, à un moment donné, j'ai pas envie de me faire opérer par quelqu'un qui s'est formé sur Internet. Tu vois. C'est ouf, ça c'est sûr. Ça. Mais par contre, tu veux être docteur, tu veux être médecin, va à l'école, etc., faire ton diplôme. Mais si la finalité, c'est pas ça. La finalité, c'est tu veux être libre. Ce que la plupart des gens veulent être. C'est même pas rattaché à une passion, quoi que ce soit, c'est tu veux être libre. Après, tu décides ce que tu veux faire, tu veux voyager, tu veux prendre soin de ta famille. Mais le plus tôt possible, commence à travailler. Trouve un travail. On s'en fout de ce que tu fais, littéralement. Fais tes heures, mais assure-toi de faire un truc où tu n'as aucune responsabilité quand tu sors des heures. Et sois la personne qui, tu rentres là-bas, tu es le dernier arrivé, tu es le premier parti. Ma vision, elle n'est pas comme tout le monde, mais tu fais le moins possible pour le maximum de paye. Tu prends ton chèque, tu rentres chez toi. Si tu as envie de te développer, reposer quelques minutes, aller à la salle de sport, fais ton truc pour te développer. Mais après, tu travailles sur un business jusqu'à la nuit pour avoir en fait ce levier financier-là et cette sécurité avec ton salaire, entre guillemets, où tu ne dois pas soucier des rentrées. Tu minimises tes dépenses, tu habites chez tes parents, tu es en colocation, etc. Tu fais ça pendant 4-5 ans et à côté de ton business, tu te formes sur les investissements, sur développer ton portefeuille. Et donc, tu as ton travail, tu as un business à cash flow et tu as tes investissements. Tu fais ça sur 5-10 ans, tu es riche. C'est juste ça. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là de tu démarres un business, puis tu es excité par un autre, puis tu es excité par un autre, puis et en fait, tu n'as jamais rien abouti. Parce que, je ne sais pas si on a le temps pour ça, mais il y a un cycle que moi, j'avais bien kiffé. En gros, c'est en anglais, mais le gars, il disait, à chaque fois que tu démarres un projet, ou un business, ou tu as une idée, en fait, tu es excité. Et tu as ce qu'on appelle le uninformed optimism. C'est, par exemple, que tu as un manque d'informations, mais tu es excité. C'est, oh putain, là, je viens de découvrir ce business. Là, je vais faire de l'argent. J'ai vu lui. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le informed pessimism. Donc là, tu commences à te renseigner. Tu commences à avoir aujourd'hui les informations. Et tu te rends compte que ce n'est pas aussi facile que ce que tu as vu. La troisième phase, c'est là où la plupart des gens, ils abandonnent. C'est ce qu'on appelle Valley of Despair. C'est en mode, tu te dis, c'est pas pour moi. C'est trop compliqué, ça prend du temps, c'est pas pour moi. Et souvent, à la troisième étape, donc le Valley of Despair, c'est là où tu vois un autre business qui t'excite. Et donc, à la place de faire 4-5,
Tu repars. Tu repars 1, 2. Tu vas à chaque fois à 1, à un informed optimism, puis 2, puis 3, et tu changes. Alors que si juste quand tu es la Valley of Despair, juste tu continues, ben, tu vas arriver dans ce qu'on appelle le informed optimism, où là maintenant tu as les informations. Et tu dis, OK, juste continue à travailler, à faire ce qu'il faut. Et la dernière étape, ben, c'est success. Tu vois. Et la plupart des gens font 1, 2, 3, back to 1. 1, 2, 3, back to 1. Alors si tu fais 1, 2, 3, 3, tu sais que c'est la Valley of Despair, tu as juste à continuer à travailler fort. 4, 5, c'est la suite logique. Ok. Je regarderai tu me passeras le lien pour que je regarde. C'est intéressant. Tu me l'enverras, merci. Là, c'est vrai, mais tu trouves pas que parfois il y a un manque d'éducation financière C'est le problème mondial principal. Ouais. Le problème, c'est pas que les gens gagnent pas assez d'argent, c'est pas qu'ils font trop de dépenses, c'est qu'ils gestion. Ouais, ils n'ont pas d'éducation financière. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est-à-dire que le monde, il tourne pas si tout le monde a de l'éducation financière. Je pense que s'ils mettraient ça, donc, au lieu de mettre certains cours, qui rajouteraient donc le cours d'éducation financière à l'école, même à partir, on va dire, des secondaires, hein, je pense que beaucoup, ça les aiderait. Même expliquer, par exemple, après, quand tu sors des études par rapport à la TVA, par rapport aux impôts, tu vois, il y en a beaucoup de jeunes qui je vois ça beaucoup, hein, beaucoup de jeunes qui sortent, ils savent pas ce que c'est une mutuelle. Ils savent pas ce que c'est la TVA, ils savent pas comment se mettre en indépendant, ils savent pas. On leur apprend l'histoire, et tout ça. Pour eux, non. Tu vois. Mais ça fait exprès. Ça fait exprès. Bon, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est pas. On va venir nous attaquer. On n'est pas là pour ça. Mais du coup, bon, on en a parlé, mais là j'avais une question donc pour le groupe. C'est une passion, donc peut se découvrir à tout âge. Mais si on découvre sa passion passé un certain âge, peut-on encore la transformer en métier? Je sais pas si vous comprenez. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que j'ai toujours été du principe où il n'y a pas vraiment d'âge pour réussir. Dans le sens où on a l'exemple de plein de personnes. Hein. Je vais prendre des grands acteurs américains, Samuel L. Jackson, il a été connu à partir, il avait quoi? Le gars, il a 50 piges là maintenant, tu vois. Ouais. Et moi, je pense qu'en fait, à partir du moment où dans ta tête, tu te dis, même si par exemple maintenant, tu as un travail, on va dire, qui ne te ramène pas forcément beaucoup d'argent ou que tu n'aimes pas forcément, et que tu as une passion ou que tu découvres ta passion, même à 40-45 ans, si tu te dis, écoute, peu importe, tu veux le faire, pour moi, c'est pas fini, tu vois. Donc même si 60 ans, tu es là, ok, voilà, tu n'as pas eu une vie de ouf, 60 ans, tu peux réussir. Bien 60 ans de ta passion, tu peux réussir, pour moi. Et de toute façon, je trouve que c'est ça la beauté de la chose, c'est que pour moi, si tu te réveilles encore aujourd'hui, c'est que ta mission sur Terre, elle n'est pas finie. Exact. Donc si tu as la possibilité de faire un truc tu as 55 ans, tu te dis, non, j'ai un travail, pour l'instant, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Et que tu as cette possibilité-là à 55 ans, c'est peut-être un signe qui te dit, ok, fais-le. Vas-y, fonce. Fais-le. Et je trouve la pire chose qui puisse arriver, c'est on va prendre un exemple qui est un peu bizarre. Tu termines ta vie, etc. Okay. Et tu l'appelles, certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler l'univers, certains l'appellent comme ils veulent. Mais tu as un moment avec lui et il te montre, en fait, il y a quelqu'un qui arrive, tu vois. Et ce quelqu'un-là, c'est la meilleure version que toi, tu aurais pu être. Je trouve le plus gros regret que quelqu'un pourrait avoir, c'est que quand cette personne-là elle arrive, genre, il la reconnaît pas. Ils disent, ouais. C'est qui elle. Parce que le plus tu vas lui ressembler, le plus tu vas savoir c'est qui, entre guillemets. Mais si pour toi, c'est un total inconnu. Genre, par exemple, tu as toujours voulu avoir un six-pack, un truc rien à voir. Et que tu vois, la personne elle arrive à six-pack et que toi, tu l'as pas, c'est que tu t'aurais pu l'avoir. Tu étais fait pour l'avoir. Ouais. Mais tu t'es pas donné les moyens. Si la personne elle arrive en face de toi et qu'elle joue incroyablement bien du violon, et que c'était ta passion de faire la musique, et que tu n'as pas tenté, c'est que tu aurais pu le faire, mais tu l'as pas fait. Donc je pense, n'importe quelle chose que tu as dans la tête où ça va pas te mettre en danger, ou toi ou quelqu'un d'autre, ça va pas te causer de tort à quelqu'un, de faire ça, pourquoi ne pas le faire en fait? Et tu vas à chaque fois avoir des regrets sur des choses que tu n'as pas fait plutôt que ce que tu as fait. Donc, je trouve des fois on a des pensées, on a beaucoup de pensées limitantes, tu vois. Genre des fois on est là, on va, par exemple, je sais pas, je prends ton exemple du violon, tu es là, tu as 40 ans, tu veux jouer du violon parce que voilà, tu as envie de faire des concerts de violon à Paris, Bercy, etc. Et en fait, certaines pensées, tu vas te dire, j'ai des enfants, j'ai un salaire à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges. En fait, je trouve que tout ça, c'est vrai, c'est la réalité, hein, mais des fois, je trouve que c'est trop d'excuses, tu vois. Parce que maintenant, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, écoute,
je prends une partie de tes charges. Ouais. Est-ce que tu vas les faire? Mhm. Et la plupart, ils réfléchissent, ils disent ouais. Et après, il y a d'autres excuses. Ouais. Tu vois? Mhm. Donc, De toute façon, il y a une phrase qui est intéressante, c'est les gens ils disent les excuses, elles sonnent entre guillemets le mieux à l'oreille de la personne qui les dit. Donc forcément, si tu vas te convaincre, oui, mais si tu as des enfants, tu as ça, bah, tu vas vite comprendre et tu vas vite te persuader que c'est pas possible en fait. Mais c'est pour ça que moi je trouve que l'environnement il est super important par rapport à ça. Moi je fais de plus en plus attention à ça et j'ai été radical et c'est pas quelqu'un qui entreprend, il doit pas forcément faire ça, mais j'ai presque plus de contact moi avec des gens avec qui Que tu as côtoyé. j'étais ami avant de démarrer le business. Ok. Et même là, parfois il y a des trucs. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'avais une conversation avec quelqu'un et j'hésitais. J'étais content de lui dire que j'allais faire quelque chose. Parce que j'avais atteint un objectif, etc. Et je voulais commencer à faire quelques trucs. Et j'ai sollicité une personne. Il m'a dit ouais, mais tu fais bien, vas-y, fais-le. Et il m'a réconforté dans mon idée. Donc, pas de problème. Et puis j'ai posé cette même question-là à un mentor à moi, qui est multimillionnaire. Et il m'a dit, c'est une mauvaise idée. Et souvent, il y a cette notion-là de est-ce que tu es coachable ou tu n'es pas coachable. Entre guillemets, est-ce que quand tu as un mentor, est-ce que les conseils qu'il va te donner, tu vas les appliquer ou pas? Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, moi, je suis prêt à apprendre, je suis coachable, etc. Mais ils sont coachables tout au long du moment où les conseils que tu leur donnes, ça va dans leur sens. Ouais. Si ça ne va pas dans ton sens, c'est là où tu te poses vraiment la question, est-ce que tu es coachable ou pas? Et j'ai eu ce sentiment-là de me dire, mais pourquoi il me dit ça en fait? Pourquoi il me dit pas juste c'est bien? Et j'avais, je sais pas de la haine, mais genre, j'étais pas content, tu vois. Et puis la nuit, donc on a discuté en soirée, la nuit, j'ai pas réussi à m'endormir comme il fallait. Je pensais. Et puis le lendemain, je me suis dit, ça c'est le typique exemple de ce qu'on discutait là. Je voulais faire quelque chose, mais qui était super bloqué dans mes croyances limitantes à moi. Et c'est une personne qui était en dehors, il n'y a pas du tout mon niveau, il est beaucoup plus haut, qui m'a dit, ok, dans ta situation-là, c'est pas ce qu'il faut faire. Et du coup, en fait, il m'a pété mes croyances, il m'a dit, ok, je dois faire ça. Et donc, pour moi, quand tu as un environnement qui est chaque fois dans différents domaines appropriés meilleur que toi, c'est la meilleure des recettes, ça va te faire gagner énormément de temps. Moi, je pense... En fait, ça va dépendre. C'est-à-dire que je suis d'accord que tu peux transformer à partir d'un certain âge, même si tu as 55 ans, ok, tu as envie de faire du violon, tu peux y arriver. Par contre, je pense juste que les difficultés ne seront pas les mêmes. Et ça, il faut quand même prendre ça en compte, tu vois. C'est-à-dire qu'entre nous, je sais pas moi, tu as 20 ans, tu es à la maison, tu étudies, tu as ton job étudiant qui te ramène de l'argent et à côté, tu essayes de monter ton business. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, que quelqu'un qui il doit payer un loyer donc chaque mois, il n'a pas de maison, par exemple, il est dans son appartement, il a des enfants, tu vois, là, il doit se dire, j'ai envie d'abord peut-être d'acheter une maison avant de commencer mon business, etc. Je pense qu'il y a juste ce petit truc-là que je rajouterais. Je suis d'accord. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que si tu as la possibilité de le faire jeune, prends conscience que c'est plus facile maintenant. C'est vrai. Et si tu as envie de le faire la même chose, mais tu as 35 ans et que c'est un peu plus compliqué, c'est plus compliqué. Et alors? C'est-à-dire que tu ne sais pas, quoi qu'il arrive, revenir en arrière. C'est vrai. Donc c'est mort. Tu pourras pas dire, oui, mais c'est plus facile à 20 ans, tu peux pas comprendre. Si tu le fais pas, ça va pas arriver. Donc, si tu le fais pas maintenant, quand tu vas arriver à 45 ans, tu vas te rendre compte que c'est encore plus difficile. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Tu vois. Mais la difficulté, elle est là pour... Mais après, on côtoie des personnes qui sont âgées et qui se lancent et ils réussissent. Et après, ils réussissent mieux que les 20 ans en arrière qu'ils ont vécu, où ils étaient salariés, tu vois. Bien sûr. Donc, après aussi, il faut mettre des guillemets sur ce qu'on appelle la réussite, qui est forcément différente pour chacun. Exact. Et tu as des gens qui vont avoir 65 ans et qui ont eu un train de vie, entre guillemets, classique jusqu'à là, et qui sont très contents de ce qu'ils ont vécu. Des expériences, peut-être que nous, on travaillait fort chez nous, et peut-être qu'eux, ils ont pu voyager entre-temps, tu vois. Donc, en tout cas, il faut être chaque fois aligné à ce que toi, tu veux faire réellement par rapport à ta propre définition de la réussite. Exact. Si ça reste dans ce schéma-là, ok. Faut pas forcément te baser... En fait, il ne faut pas prendre le succès de quelqu'un d'autre et le comparer au tien. Exact. En mode, tu sais pas le gars, ce qu'il a... Et puis, avec un outil comme ça, maintenant, on voit chaque fois la meilleure version des gens.
Mais tu sais pas, le gars, ça fait combien de temps qu'il travaille. Tu sais pas s'il fait vraiment ce qu'il dit. Tu sais pas. Donc, en anglais, il y a quelque chose qui s'appelle tunnel vision. C'est vraiment, tu mets des œillères et tu regardes que droit devant. C'est ça. Tu regardes pas les... Pourquoi dans les courses épiques, les chevaux, on leur met des œillères? Parce qu'ils ont un seul but, c'est tu pars de l'enclos, je sais pas quoi, et tu dois aller taper la ligne. Si tu commences à regarder le cheval de gauche, le cheval de droite, etc., toi-même, tu vas dévier. Stay in your lane, tu vois. Fais ta chose, et juste, c'est comme ça que tu iras le plus vite possible. En natation, je faisais de la natation un petit peu quand j'étais plus petit, et j'ai fait 2-3 compétitions amateurs, tu vois, mais il y a... L'entraîneur, il disait quoi? Il disait, si tu commences à... Tu fais ton mouvement je sais pas, de brasse ou de crawl ou peu importe, et que chaque fois tu regardes à gauche, à droite, ta nage, elle va divaguer, tu vas perdre la vitesse. Alors que si tu plonges, tu mets la tête dans l'eau, tu nages, tracasse pas que ta tête, elle va taper le bord inverse et tu sauras que tu seras arrivé, tu vois. Mais si tu nages, tu lèves la tête, tu renages, tu lèves la tête. Voilà. Non, baisse la tête, reste dans l'eau, nage, et tu seras arrivé plus vite que tu penses. Ah non, là, vraiment, t'as totalement raison. Là. Pour moi, t'as raison, hein, faut se mettre un peu dans ce... Moi, j'appelle pas ça vraiment le tunnel, moi, j'appelle ça la bulle. Tu vois, quand tu commences un truc ou quoi, mets-toi dans une bulle, tu vois. Laisse pas ce que les autres vont te dire impacter un peu, genre... Enfin, je trouve que ceux qui sont plus loin que toi, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, tu vois. Tu vois que la personne, je sais pas, moi, imagine, tu es dans le marketing de réseau ou tu es dans le trading, voilà. Tu demandes conseil à une personne qui est beaucoup plus loin que toi, qui fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que toi, qui est plus loin que toi. Il faut prendre en compte ce qu'elle dit, tu vois. Tu veux pas dire... ouais, non, mais peut-être qu'il veut pas que je réussisse parce que non. Tu vois, tu fermes ta bouche, tu prends en compte, tu vois. Ça, c'est important. Et l'inverse c'est vrai aussi. Genre, si la personne, elle n'est pas dans ce que toi, tu veux faire, je prends un exemple. Et ça va nous impacter. Par exemple, tu as des gens qui, parce qu'ils ont grandi dans une certaine culture, si tu es mon père ou tu es ma tante ou peu importe, obligatoirement, j'écoute ce que tu me dis. Par respect. Maintenant, il ne faut pas oublier que parfois, tu as des gens qui te disent quoi faire, qui n'ont pas la vie que tu veux. Donc, tu es légitime d'avoir une conversation, de dire, écoute, je reste sans aucun manque de respect. J'écoute ce que tu me dis, je respecte ce que tu me dis. Mais dans ce que moi, je veux faire, c'est pas cohérent. Et tu peux pas demander... Je prends un exemple. J'ai jamais demandé aucun conseil financier à ma mère, par exemple. Parce que Raphaël, elle est venue d'Italie avec sa famille, etc. Elle a pas mal galéré. Mais elle n'a pas une situation financière que moi je veux. Et donc, j'ai des conseils avec elle. Je dis, par exemple, où elle me donne son avis. Je dis, moi, ce que je fais là maintenant, par A plus B, je sais que ça fonctionne. Et sans aucun manque de respect, je t'aime du plus profond de mon cœur, etc. Mais ce que tu me dis là, je ne vais pas le prendre en compte. C'est chaud, toi. Moi, j'aurais grainé cette tarte. Après, je ne l'ai pas dit aussi. Ouais, ok. Tu vois, mais... J'aurais grainé flou. mais je veux dire que parfois, tu peux avoir tes oreilles ouvertes sans entendre. Non, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parfois, la première fois, je suis retourné au bled et on me dit, ouais, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça. Tu peux écouter, parfois, tu n'as même pas besoin de répondre, mais n'applique pas, tu vois. Ouais, tu as juste la tête, tu fais. Je comprends, tu vois. Bon. Le fait que tu sois jeune, justement, est-ce que ça n'a pas été un frein pour toi dans tes collaborations Est-ce qu'ils n'étaient pas en mode ouais, mais il est jeune, il a un certain manque d'expérience, est-ce qu'on va vraiment l'écouter? Justement, on parle de ça. Je pense pas directement dans le sens où on me l'a pas dit en face. Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y a plein de fois où je suis sorti de meeting et je pensais que j'avais bien fait. Et le gars, dès qu'il m'a vu arriver, il savait qu'il n'avait pas démarré, quoi. Tu vois. Après, quand tu démarres jeune, forcément, tu as un manque d'expérience. Et ce manque d'expérience-là, tu dois... Comment expliquer? Tu as une espèce de dette d'ignorance que tu dois le plus vite payer, en fait. Et donc, du coup, tu dois compenser ça en travaillant plus dur. C'est-à-dire que si quelqu'un, aujourd'hui, vous faites le même business, il a 30 ans, et toi, tu viens de démarrer, tu as 18 ans. Bah, peut-être que vous allez exposer le même projet à la même personne, et que toi, il ne va pas démarrer, et lui, il va démarrer. Du coup, c'est à toi, vu que tu es, entre guillemets, plus jeune, et que tu dois sortir des a priori de cette personne-là, d'être 10 fois meilleur que la personne qui a 30 ans. Meilleur dans tes skills, meilleur dans ta compréhension des choses, meilleur dans ta psychologie humaine, meilleur dans tout. Comme ça, cette dette d'ignorance, cette dette d'expérience que tu n'as pas, en fait, elle est comblée par ce skills, en fait, que tu as appris. Et donc, du coup, ce que je disais au début, c'est que mes premiers 6 mois où je n'étais pas légitime, parce que
j'étais en grosses études, j'avais pas de gros comptes d'investissement, j'avais pas d'éducation financière à proprement parler. J'étais jeune, je viens t'expliquer quelque chose où je te dis ça c'est important, mais je le suis pas moi-même. C'est comme si je suis fat, ça peut blesser des gens, mais pour moi ça fait pas sens si t'es coach sportif, t'es fat. Ça c'est clair. Ça fait pas de sens pour moi si tu me donnes des conseils sur la cuisine et ce que tu fais c'est pas bon. Donc pareil, quand tu es jeune, ça m'a posé des difficultés au début, mais j'ai vite compris qu'il fallait vite que je mette dans une position de légitimité où tu peux pas remettre en question ce que je dis, même si j'ai 19 piges. Ok. Et quelles ont été les clés pour te dire ça, pour te dire non, en vérité, c'est ça que je dois faire, tu vois, en mode, quand je viens, je lui dis quelque chose, il faut que je lui montre qu'il doit m'écouter, tu vois, malgré le fait que je sois jeune, etc. Ça, j'ai toujours eu beaucoup confiance en moi. Ok. Donc ça, c'est un facteur. Les gens suivent des gens. Ça, c'est le plus gros truc que j'ai appris. Les gens suivent des gens. Dire que, là, je pourrais brasser de l'air, mais si je sais où je vais, il y a des gens qui vont suivre. Parce que les gens vont pas faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, le truc que j'ai compris, moi, c'est que même si je ne suis pas encore le plus compétent, parce que j'apprends ces choses-là, je savais exactement ce que j'allais faire dans le business, je savais exactement le niveau où je voulais aller, je savais exactement comment j'allais le faire. Donc, quand je te parlais, même si il y avait des problèmes de skills ou de compréhension des choses, le but, il était clair. Donc, même si tout n'était pas parfait, etc., c'est pas grave. Tu n'allais pas le remarquer que c'était pas parfait. Parce que si je te parle et je te regarde droit dans les yeux, il n'y a pas de doute dans mes yeux. Et donc, du coup, ça se ressent. Alors que si je suis assis, je sais pas, ta même main, tu vois, tu vas sentir que... Ouais. En fait, moi, tu vois, quand on dit fake it until you make it, genre, comment on appelle ça en français, fais genre jusqu'à ce que tu réussisses. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, tu dégageais une certaine aura, tu vois, genre... Je ne vais pas dire moi-même, mais... C'est compris, quoi. Ouais, je pense. Et après, si je prends un bête exemple, vous avez fait du sport aussi comme tout le monde, je pense, même foot un peu, non? Basket. Il y avait des trucs, par exemple, au foot, et je pense que les auditeurs, s'il y en a qui ont fait du foot, ils vont comprendre ça. Il y avait des joueurs, à la façon dont ils marchaient, tu savais qu'ils étaient chauds. Où ils mettaient leurs chaussettes d'une certaine façon, où ils avaient un truc pour le poignet. Tu savais qu'il était, entre guillemets, il pouvait être chaud. Tu l'as pas vu jouer, hein. Tu sais qu'il pouvait être chaud. Après, peut-être il touchait son premier ballon, il était claqué, tu vois. Mais tu disais, hein, tu connais les ailiers quand ils rentraient. Moi, s'il y avait ailier, il avait chaussettes hautes. Il avait, tu sais, comment on appelle ça, son maillot dans son pantalon, qu'il avait un peu de gel. Et il avait des mercuriales. Wow, tu savais que lui... Il disait que c'était bizarre. Hein. On disait, oh lui là, ouais. Il a l'air chaud lui. Il a l'air chaud, tu vois. Après tu vois, premier contrôle, boum, le ballon il va en l'air. Tu disais bon, ok, c'est bon, on a compris. C'est pareil pour le business. C'est qu'au début, tu dois avoir cette impression-là. C'est quand on dit que la première impression, ça joue tout, ça joue vraiment tout. La bif et le moine. Tu peux pas arriver en rendez-vous, tu as des ongles sales. Tu peux pas arriver en rendez-vous, ton téléphone il a une vitre, il est cassé. Tu peux pas arriver en... Tu vois, parce que les gens jugent. Quand on dit, ouais, on juge pas un livre à sa couverture. Si. Si. Moi, je dis toujours, si par exemple, tu vas faire un business, tu es un multimillionnaire, il est en training troué, tu as un gars qui est peut-être au RSA, au chômage et tout, il est costume, cravate, il sent bon, propre, il vient, il sait bien parler, tu vas aller vers lui, tu vois. Totalement. Donc, Totalement. Mais quand on te suit sur Instagram, justement, tu as l'air d'avoir un certain bon train de vie. Donc, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait avoir le même train de vie que toi? Ouais. Train de vie dans le sens où tu voyages, etc. Exact. On va dire, en tout cas, quand on va sur ton Insta, on regarde ton profil, on ne te connaît pas, on va dire, il vit bien, lui. Tu vis, hein. La fameuse phrase. Tu vis, hein. Tu vis, hein. C'est le pouvoir d'achat. Deux choses, forcément, parce que c'est lié aussi à ton activité. Trouve une activité où tu peux avoir cette liberté-là de... Ça ne change pas grand-chose si tu travailles en Belgique ou tu travailles en France, tu travailles en Suisse, tu travailles en Asie, en Afrique, ça ne change pas. Donc, tu as cette liberté-là, tu peux dire, ça me déplaît pour le moment ici, j'ai envie de bouger. Et ça, tu as plein d'activités. Et que tu as en 2024, là maintenant, tu as cet outil-là qui est magnifique, où tu as un ordinateur ou peu importe. Et si ton activité te permet de travailler via ça,
par exemple, même, tu as des jobs qui embauchent en remote, tu vois, à la maison. Bouge, en fait, tu vois. Ça, c'est la première des choses. Après, moi, forcément, le marketing relationnel, ça m'a beaucoup aidé parce que au sein, si tu veux, des entreprises de marketing de réseau, etc., parfois, tu as des challenges. Tu as des challenges un petit peu comme tu as des challenges en vente. Ou par exemple, le top 50 mondial des personnes qui font le plus de chiffre d'affaires pendant de telle période à telle période, il y a un voyage qui est organisé. Ok. Donc parfois, tu as des voyages que j'ai été et j'ai payé le billet d'avion. Tu vois. L'hôtel était payé pour moi. Et donc, du coup, c'est aussi cette notion-là de t'es dans du marketing. Donc forcément, ton branding, c'est important, ton image, c'est important. Bah, c'est peut-être intéressant d'avoir ton téléphone et peut-être de venir avec un photographe, de venir avec un caméraman et de capturer ces moments-là, en fait. Parce que moi, il y a une phrase qu'on m'a dit quand j'ai commencé, c'est que si personne ne sait ce que tu fais, personne ne peut te rejoindre. Exact. Donc après, à partir de ce moment-là, c'est soit tu peux décider de dire oui, moi, j'ai pas besoin que les gens sachent ce que je fais dans ma vie, c'est pas grave, et du coup, je montre pas. Ok, c'est pas, bah, tu vas faire du business, du coup. Mais si du coup, tu fais du business et que ton business t'a permis d'être dans des endroits comme ça, avec des activités comme ça, show it. Ouais, des fois, il y en a qui négligent. Ils négligent que certains business vont pas forcément peut-être t'apporter directement salaire à 5 chiffres, mais ça va te présenter des personnes où, par exemple, tout bête exemple, tu vas rencontrer je sais pas, un conseiller financier ou autre, il sera avec d'autres personnes, tu vas aller resto, tu vas voir, tu veux payer, il paye. Oh, viens, on a un événement et tout, on va à Dubaï et tout. Tu dis, ouais, j'ai pas trop. Non, t'inquiète, il paye, tu vois. Et genre après, tu te fais des contacts, tu vois. C'est pas forcément que l'argent, tu vois. Il faut voir aussi au-dessus de ce truc financier, tu vois. Totalement. Faut passer au-dessus, je trouve. Parce que les réseaux sociaux, surtout Instagram maintenant, c'est devenu ton CV, en fait. C'est devenu ton CV. C'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui, là, maintenant, moi, tu me parles de quelqu'un, je vais faire quoi la première chose? Je vais sur Instagram, je tape son nom. Ouais. Tu regardes les abonnés, tu regardes sa page, comment il est propre. Est-ce qu'il est legit ou pas? C'est ça, en fait. LinkedIn. Ouais, LinkedIn, tu sais que LinkedIn, c'est très, très... Wow, tu regardes tout, en fait. Tu regardes vraiment tout. Et ça va... Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'a pas le choix. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans ce truc-là de oui, moi, j'aime bien. C'est comme ça. Ah, donc, est-ce que soit tu en prends avantage, exact, ou tu es dans la boue, tu vois? Soit tu montes dans le train, soit tu restes sur le quai. Ouais. Exact. Ouais, moi, j'ai mis du temps à comprendre. Moi, au début, je n'étais pas réseau. J'étais en mode, j'avais pas de réseau. Ouais. Tu vois, je fais ma vie, etc. Mais en vrai, maintenant, on t'impose, en vrai. Et c'est soit tu le prends à ton avantage, comme tu dis, soit tu le prends pas. Et si tu le prends pas, commence pas à parler des autres que eux ont décidé de le prendre. Exact. Tu vois. Donc, comme la plupart des gens qui ont un business et qui disent non, moi, j'aime pas montrer ma tête. Moi, je trouve, honnêtement, je vais pas les juger, hein, mais je trouve ton business, à un moment donné, si tu veux qu'il atteigne un certain niveau, tu vas être obligé de montrer ta tête. Et c'est soit tu la prends maintenant et tu montes déjà ta tête petit à petit, soit quand la plupart des gens qui sont dans le même business que toi, ils auront déjà montré leur tête, ils auront déjà une certaine légitimité. Toi, tu vas arriver, tu vas montrer ta tête, ils vont te dire mais t'es qui? Tu vois. Donc, c'est comme le truc de moi, je parle pas de ce que je fais. Ouais, non, ils vont me voler mon idée. En fait, moi, ce qui me fait rire avec ça, c'est que dis-toi qu'on est 8,5 milliards sur Terre, un truc comme ça. Je pense un peu moins, 8 milliards et quelques. Il n'y a pas une seule personne qui a là, ton idée là, que tu as dans ta tête que tu dis à personne. Il y a déjà quelqu'un qui l'a eu. D'office. Il y a déjà quelqu'un qui l'a eu. Genre, j'avais vu des interviews, le gars disait il avait l'idée de Mythique. Bah, il avait l'idée, mais il n'a jamais rien fait. Il y a quelqu'un qui est sorti avec cette idée-là. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait l'idée de... ça se trouve, Amazon, il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant lui. Ouais, c'est clair. Ça. Mais juste, tu le fais. Donc... Et puis, j'ai jamais vu quelqu'un qui me disait moi, j'ai un projet, je parle pas de mes projets, c'est en train de se développer, et qui a vraiment développé le truc, tu vois. Moi, je dis toujours, quand tu as une idée, au moment où ça devient, dis-toi qu'au même moment, quelqu'un dans le monde, il a eu la même idée. Tu vois, ça se trouve même, il l'a déjà fait. Et après, c'est à toi de... Mais c'est ça. Et puis même, on en revient à ce qu'on disait au début, tu n'es pas obligé de trouver l'idée du siècle. Je te jure. Tu vois, ça n'existe pas pour moi, l'idée. Enfin, ça existe, ça existe, mais c'est une minorité. C'est comme tu as dit avant, les Jeff Bezos, etc. Mais là, maintenant, voilà, 2024... Voilà, je ne commence pas à te casser le crâne en te disant non, attends, je dois chercher ça, tant que j'ai pas mon idée, je peux pas ouvrir mon truc. Tu vas jamais ouvrir. En fait, regarde, tu vois un truc qui fonctionne bien et que tu te dis, ok, dans mon secteur là, c'est pas trop fait. Copie, tu fais la même chose, tu le fais mieux et tu l'exposes au monde en fait. Exact. C'est ça. Moi, j'ai vu des restaurants. Tu vas à l'étranger, tu vois le même restaurant, ça n'a pas le même nom. Le gars, il fait, bien sûr. la même chose. Et tu reviens chez toi, tu vas au restaurant là, tu vois, c'est pas le même nom. Mais il fait la même chose.
mais lui, il se fait de l'argent, lui. Là, c'est ça. Tu vois, Ça. donc, tant que ton truc il fonctionne, il y a de la qualité, tu apportes de la valeur aux gens, s'en fout que ça a été fait à gauche, à droite. Fais-le juste mieux. Fais-le mieux. À un moment donné, c'est celui qui va faire la chose de la meilleure façon qui va win. Exact. Bon, là, maintenant, on a bien parlé. On en a bien appris sur toi. Yep. On va passer un peu au débat. Je vais vous poser d'abord pour vous, pour chacun ici. À partir de quel moment on peut parler de liberté financière pour vous? Pour moi, je trouve, à partir du moment où tu peux parler de liberté financière, c'est très délicat. Hein. Parce que ça appartient à chacun. En vrai. Chacun a son moi, je idée pense que Je pense pas. tu peux parler chacun de... a son idée à quel moment. Ouais. Toi, tu penses pas, toi? Je pense. Déjà, faut pas confondre liberté financière et indépendance financière. C'est pas la même chose. Ok. Indépendance financière pour moi, c'est que, entre guillemets, tu ne dépends pas d'une source de revenus principale où tu as ton travail, tu as plusieurs sources de revenus, tu as une certaine stabilité. Okay. S'il y a n'importe quelle chose qui se passe, tu peux encaisser. Okay. Tu as une perte de revenus, tu peux encaisser. Okay. Tu as une certaine indépendance. Okay. Liberté financière, ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre level, ça. Pour moi, tu gagnes 10 000 euros par mois, tu n'es pas libre financièrement, tu es indépendant. Et encore, tu es indépendant financièrement. Libre financièrement, c'est que, OK, aujourd'hui, tu fais plus rien. Tu as de l'argent à vie. Jusqu'au jour où tu te décèdes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là, tu es libre financièrement. Finalement, on a tous la même idée. Et pour moi, pour être libre financièrement, ça dépend de tes standards de vie. Par exemple, quelqu'un qui pourrait, je sais pas, il peut se satisfaire, ça m'étonnerait, mais il peut se satisfaire de 2 000 euros par mois. Fais le calcul. Imaginons, tu prévois 3 000 euros par mois pendant jusqu'à la fin de ta vie. 60 ans, 65 ans, je sais pas, peu importe. Si tu peux avoir cette réserve d'argent sécurisée, tu peux dire que tu es libre financièrement, entre guillemets. Et moi, je trouve les standards, ils augmentent. Hein. Plus tu gagnes d'argent, plus ça augmente. Ouais, c'est sûr. Il n'y a personne qui va me dire, les gens qui me disent « Ouais, non, mais moi, je suis humble, moi, j'aime pas le luxe. » T'inquiète pas, mon gars, que quand tu auras un certain, on va dire, niveau de vie, tu vas peut-être pas, on va dire, flamber comme une personne qui flambe, qui n'a pas d'argent. Mais t'inquiète pas que ton niveau de vie va changer aussi. Pour moi, je pense, le niveau, tu peux dire vraiment tu es libre financièrement et tu as un style de vie où tu peux voyager quand tu veux. Si tu veux amener ta femme en vacances où tu veux avec tes enfants en première classe, tu peux. Tu peux. Tu peux aider tes parents, tu fais 10 millions. Tu as 10 millions. Tu n'as pas cette barrière de te dire, de réfléchir. Tu peux tout faire et ça n'a aucun impact. Toi, ce que tu fais, ça n'a aucun impact sur toi, en fait. Tu vois. Et sachant que c'est comme si tu avais 10 millions et tu n'as plus 1 euro qui rentre. Ouais. Alors que logiquement, tu arrives à ce niveau-là, tu as tes investissements qui tournent, tu as des intérêts composés, tu as des rentes qui viennent, tu as des dividendes, tu as plein de trucs qui tournent, tu as des passifs. Là tu es bien. En plus, j'avais vu dans une émission, il disait que la plupart, je vais appeler les pauvres, hein, il y a les riches et les pauvres, la plupart des pauvres pensent que les riches sont très à l'aise. Les riches sont à l'aise, mais ils pensent souvent à leur argent. Parce que la plus grande peur d'un riche, c'est de se retrouver du jour au lendemain pauvre. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui pensent, non, ils sont à l'aise et tout. Ça, c'est le problème de riches, mais tu vois. Après, ça dépend parce que généralement, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est pas par hasard. Et que tu sais comment faire l'argent. Donc, en fait, pour moi, tu as peur de redevenir pauvre si l'argent que tu as, c'est pas toi qui l'as fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as fait par circonstance. Ouais. Tu as eu un coup de luck. Opportunité. Voilà. Typiquement, le syndrome du millionnaire, du gagnant de loto. Okay. Tu as gagné, tu mérites pas l'argent. Ouais. Du coup, là, tu fais attention. 80%, ils redeviennent à zéro. Mais parce que pour moi, quand tu arrives à un certain niveau de liberté ou même de level financier, ça va aussi avec ton niveau de skills. Si, là, maintenant, tu as une somme d'argent qui n'est pas alignée avec ton niveau de compétence, à un moment donné, ça va se réaligner. Soit tu up ton niveau de compétence rapidement, ou soit la vie, elle va te corriger, mais tu vas à chaque fois redevenir... J'ai vu des gens, ils prenaient 50, 60 000 euros tous les mois. Par circonstance, c'est pas eux qui ont fait que. Tous les mois. Ils ont pris des belles décisions. Aujourd'hui, je sais pas combien ils gagnent, mais ils sont pas bien, tu vois. Ils sont plus au même niveau. Ils sont plus au même niveau. Donc, si tu as fait ton argent toi-même, pour moi, tu n'as pas peur de retourner à zéro. Okay. Parce que si tu retombes à zéro, tu sauras comment remonter. Si tu ne l'as pas fait toi-même, généralement, là, tu vas flipper. Ouais. Généralement, ceux qui ont réussi, comme tu dis, après, ils arrivent à appliquer un autre schéma, tu vois, à réouvrir quelque chose. T'as la recette, ça fonctionne parce que, exactement, ils ont la recette de
ok, là, à ce moment-là, je dois faire ça, je dois commencer comme ça, je dois investir juste ça, tac, tac, ok. Tu vois. Il y a un streamer américain, Duke Dennis. Mm. Il expliquait ça à un moment dans l'interview. Il disait si là maintenant tu devais répéter sur les réseaux, comment tu fais ça. En combien de temps 3-4 mois, c'est fait. Et tu sais pas si il va le faire ou non, parce qu'il va pas être dans les circonstances. Mais de la façon dont il parle, tu sais qu'il sait comment faire. Bah, c'est vrai que dès que tu atteins un objectif, tu te dis, il y a moyen encore que je le réatteigne. En vrai, c'est si tu as mis un certain process pour l'atteindre, tu peux le réatteindre. Ouais. Mais si tu l'as eu en mode luck, tu as mis, je sais pas moi, tu as gagné parce que tu as gagné au loto ou tu as eu je sais pas combien d'abonnés parce que, j'en sais rien moi, une de tes vidéos a pété par hasard, tu vois, recommencer, c'est chaud. Tu vois. Ouais, en fait, la vie va à chaque fois te remettre là où tu as ta place. Si tu as ta place à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu sais comment faire. Sinon... Okay. C'était intéressant finalement, même si au bout on avait tous les trois le... je pensais pas, parce que bon, parfois on peut entendre non, moi à partir du moment où bon, je gagne mon salaire et je peux subvenir à tous mes besoins, non, c'est pas bon financièrement. Les facs sont les facs, si t'es pas libre financièrement, là t'es bien. Mais être bien, c'est pas être libre financièrement. Pour moi, t'as des standards qui sont pas trop élevés, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux. Si tu veux devenir libre financièrement comme moi, prends ma formation. Mais déjà, si je prends ta formation, t'es pas libre financièrement déjà. Tu vois ? Ça dépend. Non ? Ça dépend. Moi, je sais pas. En fait, ça dépend de la légitimité de la personne. Ouais. Genre, par exemple, quelqu'un qui vend des formations de X, par exemple. Attends, je vais prendre un autre exemple. On peut mentionner des noms ? Ouais, tu peux. Par exemple, je suis pas du tout dans ce milieu-là. Mais, par exemple, Yumi Denzel, il fait des formations de e-commerce dropshipping. Ouais. Il vend des formations. Tu penses qu'il est libre financièrement ? Ouais. Ok. Et même, je pense que il est plus libre que la plupart des gens pensent. Son niveau financier est plus élevé que les gens pensent, je veux dire. Ok. Il vend des formations de e-commerce. La première chose, le premier argent qu'il a fait, c'était dans l'e-com. Et derrière, il te met, entre guillemets, tout un système marketing où tu tombes sur sa formation. Tu achètes sa formation. C'est pas que tu tombes dans le piège, entre guillemets, mais tu étais la target audience et tu as acheté. Donc lui, il a gagné. Donc en fait, dans ce que lui il fait, il sait comment le faire. Donc la formation, si elle explique comment faire ce que lui il vient de faire en te faisant acheter toi, c'est qu'il sait faire le business en fait. Il sait faire le business. Tu penses que quand il fait ça... Moi j'ai sa formation, tu vois, j'ai pas encore fini, mais tu penses que dans sa formation, il donne vraiment tous les secrets, tu penses que quand une personne fait sa formation, est-ce qu'elle te donne vraiment tous les secrets ou elle fait plus sa formation pour le fait de te faire acheter le truc ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Deux choses. Là, par exemple, lui, ça lui fait une grosse source de revenus passifs. Il fait ses formations, les gens les achètent, etc. Donc, en fait, quelqu'un qui est riche, il va jamais dire non à une autre source de revenus. C'est juste ça. Exactement. Donc, il a aucune raison de pas le faire parce qu'il était pionnier dans ce milieu-là. Je suis pas du tout dans ce milieu-là, mais dans ce qu'il fait, oui. Et après, à côté de ça, donc ça lui fait une grosse source d'argent financière. Et après, s'il a rien, entre guillemets, si ça ne le nuit pas de te dire comment ça fonctionne, bien sûr, il va tout te dire. Il va te le dire. Okay. Par contre, si ça le nuit, après, je pense qu'aussi, les gens attendent. À un moment donné, si par exemple, j'ai pas pris de formation de marketing de réseau, je suis dans le marketing de réseau. Donc, tu apprends aussi en faisant les choses. Les gens attendent le produit fini. Tu vois, ils attendent que tu lui mettes la formation où il va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, il va réussir. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Il va t'expliquer comment tout fonctionne. Tu as le blueprint, tu vois. C'est à toi de... Et après, c'est pas parce que... Je prends un exemple. Genre, on va faire un gâteau. On a tous la même recette. Ici, le gâteau, il va être différent pour chacun. Exact. Je prends mon exemple avec des investissements. On a tous les trois un portefeuille d'investissement. On a les mêmes cryptos, par exemple. On a les mêmes actions. On a la même somme. On ne va pas avoir des résultats similaires. Exact. Ça se trouve, toi, tu as à plus 10 000, toi, tu as à plus 10, moi, je suis en perte. Donc, le truc avec et souvent, les réseaux, ils sont trop matricés par ça. Ils vont acheter un truc. Ils vont le faire. Ils vont pas faire tout ce qu'il faut faire sur assez longtemps pour réussir. Okay. Et du coup, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est cette formation-là, c'est pas bon. Ou le business, il est pas bon. C'est jamais moi, en fait. C'est pas moi le problème. Parce que les gens, ils veulent... C'est quoi le secret, tu vois? Non, c'est obligé. Ça n'a pas marché pour moi. Il y a un truc qu'il m'a pas dit. Non, c'est vrai. Ils attendent cette recette secrète. Comment devenir riche du jour au lendemain ou
Moi, je déteste ces trucs. Hein. Comment devenir riche du jour au lendemain. Apprends à gagner 1 million en 10 jours. Pas ces conneries. Pourquoi tu fais pas ça avec la salle de sport? Ah, c'est ça. Déjà, salle de sport, oui. Comment avoir un corps, je sais pas, athlétique en 6 mois? On sait que c'est possible. Tu es en déficit calorique pour perdre du gras si tu es obèse. Ou tu es en surplus calorique si tu es trop mince. Tu t'entraînes régulièrement. Tu bois beaucoup d'eau. Tu as un bon sommeil. À un moment donné, tu vas avoir une bonne shape. Exact. Mais si tout le monde sait ça là maintenant, pourquoi tout le monde n'a pas une bonne shape? Les gens, ils veulent qu'on leur apporte tout sur un plateau. Tiens, fais ça, fais ci, fais ça. Ouais. Tu fais 12 répétitions exactement. Comme ça. Avec ça, tu bois, tu mets de l'eau, tu mets du citron dedans, tu mets un peu de vinaigre, tu bois ça pendant 7 mois, tu vas avoir un... Mais c'est pour ça que ça fonctionne bien. Ouais. Les gens, t'as jamais vu, par exemple, passer de ça à six-pack en faisant cet entraînement de 12 minutes. Ah, si, alors qu'on sait que, par exemple, un six-pack, c'est ton taux de masse grasse. Donc ça n'a rien à voir avec les entraînements que tu fais. Ouais, mais les gens, vu qu'ils sont flemmards, ils voient que cette réponse-là, ça leur convient. Ah, ok, je vais faire ça. Donc je clique. En plus, en parlant de six-pack, je m'éparpille et après, voilà, je te laisse la main. Genre, j'avais vu un gars qui disait, et c'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup plus de gainage, j'avais vu un gars qui disait, en fait, tu vois, quand tu veux avoir tes abdos, il y a beaucoup de gens qui pensent que en faisant, moi, les abdos typiques que je fais, c'est avec extension, fléchissement par rapport à tes jambes, tu vois. Ouais. Donc, tu es assis, voilà. Et le gars a dit, si tu veux avoir les abdos, si tu veux, genre, non, il a dit quoi? Si tu veux, genre, en mode perdre du ventre, c'est la manière la plus mauvaise parce que tu prends du volume, tu vois. Et genre, dans les commentaires, j'ai été voir, mais il y a beaucoup de gens ils lui ont dit quoi? Non, mais tu t'y connais pas. Ouais, non, moi, j'ai un coach, je sais pas quoi. Je me suis dit, oh là là. Et puis tu cliques sur la photo de profil, le gars, il est pas musclé. Non, ouais, et puis là, il a même pas de photo de profil. Tu vois, souvent, c'est sûrement des trucs, il a 3 abonnés. Souvent, c'est comme ça. Donc, du coup, voilà. Genre, en slip chez lui et il commentait. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, tu racontes n'importe quoi. Du coup, donc, petit aparté. Oh, t'inquiète. Moi, je l'ai fait à l'épisode précédent, donc c'est bon. Voilà. La dernière question, c'est est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Peu, oui. Peu. Non. Non. Moi, je pense pas que tout le monde peut. Moi, moi je dis peu dans la possibilité. Tu as l'occasion de le faire. Voilà, quoi, ouais. Tu vois, t'as la possibilité, c'est à ta disposition. Ouais, moi, je pense aussi. Maintenant, peu ne veut pas dire tu vas réussir. Parce que non, je pense que c'est une minorité des gens. C'est trop compliqué. C'est compliqué. C'est cardio. C'est compliqué. Des nuits blanches, pardon. En fait, je vais sûrement bâcler ce que j'avais entendu, mais le gars, il disait qu'est-ce qui est dur par rapport à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui est dur, tu vois? Et le gars, il disait ce qui est dur, c'est pas physiquement, c'est pas forcément dur, c'est faire des choses pendant X nombre de temps où tu n'as aucune certitude que ça va fonctionner. En fait, c'est une dette qui est certaine pour un résultat qui est incertain. La dette, c'est quoi? C'est tu vas pas beaucoup dormir. Tu vas rater des fêtes. Tu vas rater des anniversaires. Tu vas travailler tu vas travailler dur, pardon. Tu vas avoir mal à la tête. Tu vas devoir résoudre des problèmes. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Ça, c'est sûr. Le truc là, le résultat incertain, ça se trouve, tu vas faire ça pendant 10 ans, ça va pas fonctionner. Mais on revient à ce qu'ils disaient auparavant. C'est le résultat, est-ce que c'est le résultat physique ou c'est la personne que tu es devenue? En fait, le travail plus sur toi que ce que tu travailles sur le travail. Exact. C'est juste ça. Et c'est ça qui est dur. Tu t'en rends compte après, en fait. C'est que tu n'as pas de certitude sur rien, en fait. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question, certains ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de certitude. Ils ont besoin, je démarre ce mois-ci, à la fin du mois, j'ai tel salaire. Je peux payer ça, je peux dormir tranquillement. L'entrepreneuriat, c'est l'inverse. C'est ta X upside, tu vois, de marge, entre guillemets, tu peux littéralement changer ta vie, tu peux avoir un style de vie que une minorité des gens vont avoir. Mais par contre, la journée, elle est longue. La journée, elle est longue. Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu n'as pas fait le bon choix? Est-ce que tout ce que tu fais, ça en vaut la peine? Est-ce que c'est fait pour toi? C'est pas pour toi? Moi, je rajouterais en plus, comme tu dis, c'est long physiquement et c'est parfois encore plus long mentalement. Ouais, mentalement, c'est long. Mentalement, c'est... non, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des gens, en fait, pour moi, ils peuvent pas parce que c'est ça, en fait, ils ont besoin de certitude. Tu vois. Et l'entrepreneuriat, niveau certitude, c'est pas trop ça.
ceux qui ont besoin de certitude, ils ne pourront pas entreprendre parce que quand tu commences, tu n'as pas de certitude. Tu ne sais pas les résultats que tu vas avoir. Tu sais que tu vas avoir un résultat potentiel, mais il peut être négatif, il peut être positif. Ouais. Et il y a des gens, après, on rajoute par exemple la capacité à gérer le stress. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Tu vois. Et selon moi aussi, il y a un truc qui n'est pas souvent abordé, et c'est ça que je voulais dire tantôt. C'est pour réussir, je pense qu'il faut un certain niveau de folie. Quand je dis folie, et ça répond à ce que tu viens de dire là, c'est que tu te lèves tous les jours, tu es convaincu tous les jours pour un truc que tu ne vois pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est, en anglais, on dit delusion. C'est de la foi aussi, non? C'est de la foi. Parce qu'en vrai... Je vois ce que tu veux dire. Mais ça se rapproche. rapproche. C'est de la confiance en ton projet, je pense aussi. Tu vois, peut-être plus que de la folie. C'est de te dire, je vais réussir. Comme toi, tu as expliqué. Tu as expliqué que, en fait, tu n'avais pas le choix. Dans ta tête, tu étais convaincu que tu allais réussir. Le fait que la possibilité plutôt que tu échoues, ça ne t'a pas traversé l'esprit, genre plus que ça, tu vois. Ouais. Et peut-être aussi, après, je sais pas si c'est la folie, je pense. Ouais, c'est plus peut-être de la confiance en ton projet, de la confiance en toi, comme tu dis que tu avais confiance en toi. Mais après, je trouve cette question-là elle se pose quand tout va mal, en fait. Où tu te dis, ok, est-ce que c'est un signe là maintenant qu'on me donne que je dois changer le truc? Ou tu dois continuer? Ou je dois persister? C'est difficile de savoir ça. Pour moi, pour répondre à cette question-là, c'est que si quelqu'un se pose la question de est-ce que je dois changer ou je dois persister, etc., c'est est-ce que la mission initiale, elle a changé? C'est ça. C'est si les conditions dans lesquelles tu as pris la décision initialement, les facteurs, etc., ont changé et que tu te butes, ça ne fonctionne pas, ok, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Mais si les conditions dans lesquelles tu as pris la décision et les facteurs restent les mêmes, c'est que c'est juste compliqué, il faut que tu baisses la tête encore et que tu travailles. Ok. Non, c'est vrai. Moi, je trouve ce que Capello disait par rapport à... Des fois, t'as un truc, t'as un projet. Comme tu disais, hein, tu sais pas comment ça va fonctionner. Tu sais, t'as un truc au fond de toi, tu te dis, ça va fonctionner. Même des fois, t'as des galères, tu te dis, putain. Mais tu te dis, au fond de toi, ça va fonctionner. Et c'est pour ça que je disais plus, c'était plus, pas forcément aussi de la folie, mais j'ai compris par rapport à la folie ce que tu disais. Mais c'était plus... Moi, je dis la foi, mais je pense pas que ce soit le bon mot, tu vois. Juste, je l'ai pas ici, je l'ai pas en tête, tu vois, ce mot-là. Mais c'est un truc dans le sens où, pour moi, à partir du moment où tes convictions de réussite sont beaucoup plus grandes que ta peur de l'échec, à partir du moment où, moi, c'est bon, tu vois. Je trouve qu'à partir du moment où tu te dis, tu sais que tu peux rater, tu sais que tu peux tout perdre, mais dans ta tête, tu te dis, tu vas réussir. Et si ça, c'est plus haut que la peur de l'échec, pour moi, t'es bien parti, tu vois. En fait, il faut que on appelle le risque-reward. Voilà, c'était ça. En fait. Risque-reward, il soit plus élevé. Ouais. C'est juste ça. Si tu as plus à gagner qu'à perdre, en fait, au final, tu n'as rien à perdre, du coup. Et donc, tu peux travailler. C'est comme si... on m'a donné cet exemple-là, où imaginons tu as un objectif qui est à telle hauteur, et tous tes obstacles, ils sont là. En fait, tu continues à avoir ton objectif. Donc, tu sais que si tu passes à travers ça, tu vas taper ton objectif. Mais le problème avec les gens, c'est que si ton objectif il est trop petit, il n'y a rien de plus dangereux qu'avoir un petit objectif. Parce que ton petit objectif, ça se trouve, il est là et les problèmes, ils sont ici. Donc en fait, à un moment donné, pendant la journée, tu vas perdre cette notion d'objectif. Et du coup, tu vas te laisser envahir par tes problèmes. Et tu vas dire, est-ce que ça en vaut la peine? Et non, parce que tu ne le vois pas. Là, maintenant, en t'écoutant, en plus, je pense aussi que pour, en tout cas, les entrepreneurs, c'est aussi des gens qui rêvent grand. Ouais. Tu vois. Comme tu dis, tu ne peux pas avoir un petit objectif. Si tu as un petit objectif, en vrai, après, quand tu l'as atteint, tu peux pas te plaindre, tu vois. En fait, selon moi, il faut avoir un gros objectif et le découper en plusieurs, tu vois. Parce qu'il faut aussi que tu habitues ton cerveau à te récompenser, tu vois. C'est important. Ouais, il faut que... par exemple, tu veux faire 1 million d'euros. L'exemple typique, tu vois. Tu veux faire 1 million d'euros. Peut-être mets-toi d'abord un objectif... 5 000, même 1000 d'abord. Ouais, faire 1000, tu vois. Si tu fais 1000, tu peux faire 10 000. Tu fais 10 000, tu peux faire 100 000. Tu fais 100 000, tu peux faire des millions. Mais découpe ça, c'est beaucoup plus tangible, tu vois. Ouais. C'est beaucoup plus tangible. Et après, pour moi, les premiers 100 000 euros, c'est le plus compliqué. Genre. Après, surtout que moi qui suis dans les investissements, c'est exponentiel. C'est exponentiel. L'argent appelle l'argent. Pourquoi on dit les riches sont de plus en plus riches, etc. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as
Surtout dans les investissements. Tu as les intérêts composés, etc. Va faire 5% de 1 million d'euros. Il va faire 5% de 150 balles. Tu as fait tes 5%. Et c'est pour ça que les gens, parfois, ils ont des attentes qui sont pas adaptées à leur capital. En fait, tu peux être riche, tu peux être pauvre. Les deux classiques. Si tu es riche, tu peux te permettre d'être exigeant avec les résultats parce que tu as de l'argent. Si tu es pauvre, tu dois être patient. Et souvent, des gens essaient de faire des miracles avec des petites sommes d'argent, alors que la seule chose qu'il te faut, c'est du capital. Il te faut du capital, en fait. Et donc, je te prends un exemple avec les investissements où tu as quelqu'un qui va investir 1 000 euros. Et il va dire, à l'année, j'ai fait 5%, j'ai fait 10%, à l'année, peu importe. Et il dit, ouais, c'est de la merde. Mais en fait, il ne comprend pas les maths, en fait. Il ne comprend pas les maths. Alors, tu as fait ton même 1 million d'euros, tu as fait 10% à l'année. Mais tu as fait 100 000 balles. Tu as fait 100 000 balles en pur passif. La seule chose qui a changé, c'est ton capital. Donc, concentre-toi sur augmenter ton capital et pas augmenter ton risque, en fait. Ouais, exact. On le voit dans le trading, là, avec les... comment on appelle encore? Les leviers. Ouais, les gens qui veulent... Ça me fatigue, ça. surtout là, maintenant, surtout avec ce qui se passe en crypto, où le marché, il vit bien. Pour l'instant, le portefeuille, il est bien vert comme il faut. Il était temps, un peu. Après 2 ans de bear market, il était temps. Mais pour moi, tu fais du levier sur un marché en crypto qui est déjà volatile, qui est déjà super risqué. Mais en fait, tu respectes pas ton argent. Et les marchés financiers, c'est comme ça. C'est l'argent va de la main des impatients à la main des patients. Donc, si tu respectes pas ton argent, que tu as mis 200 balles, tu fais de l'effet de levier parce que tu crois que tu vas changer ta vie en 2 mois, tu n'as aucune compétence, aucune skills, tu vas dans le mur, en fait. Alors, je vais te poser par rapport à la crypto, je vais te poser cette question. Parce que et après, donc voilà, on va devoir clôturer. Ouais. Mais est-ce que tu penses que crypto, marché financier et trading, c'est fait pour tout le monde? Là, c'est pas l'entrepreneuriat. Moi, je parle de ce domaine de prédilection-là. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Dis-moi. Ça dépend de comment tu vas l'utiliser. C'est-à-dire que apprendre à trader, à investir par soi-même, c'est clairement pas fait pour tout le monde. C'est, je pense, la chose la plus compliquée qui existe sur Terre. Parce que, bon, techniquement, c'est pas compliqué. Tu sais faire une analyse technique, tu sais aujourd'hui, comment dire... la résistance. Ouais, tout ça, tu sais. Maintenant, la psychologie que ça demande, la discipline que ça demande, c'est ça qui est compliqué. Et la plupart des gens n'ont pas la psychologie. Donc, je peux regarder la caméra? Ouais, t'inquiète. Écoutez-moi bien. Le but, c'est que si, par exemple, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les connaissances, et que tu es tout seul, tu n'as rien à faire sur le marché financier. Maintenant, accompagner, c'est totalement différent. Parce que accompagner, tu te décharges de cette notion psychologique, cette notion émotionnelle. Par exemple, moi, j'ai le dernier bull market, par exemple. Donc le dernier marché aussi en crypto-monnaie, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Résultat passé garantit pas le résultat futur, obligé de disclaimer. Mais j'ai multiplié mon capital par 10 pendant ce bull-là. Le bull, il a duré pas énormément de temps, il a duré 4-5 mois. Par 10. Je ne sais pas trader. Je ne sais pas investir par moi-même. Par contre, j'ai un bon accompagnement où je travaille avec des gens qui ont les résultats que moi je recherche et qui sont en fait payés pour me les partager. Donc là, ça peut match. Mais si j'avais pas ça, je ne m'aventurerais pas tout seul. Non. À moins d'être formé, d'être compétent. Ouais, en plus, ça met du temps pour se former au niveau du trading, etc. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On va finir sur cette question. Beaucoup d'argent. Non, pas forcément. Non. Pas que ça. De rester en bonne santé. C'est le plus important. Rester en bonne santé, priorité. Touche du bois. On touche. De rester optimiste, positif. Et d'avoir toujours un bon entourage sur qui tu peux compter. Je trouve que c'est important. Ouais. C'est important. Les solo men restent seuls et tout. Moi, je suis pas trop fan de ce truc-là. Nobody is self-made. Nobody. T'as besoin de quelqu'un. Personne ne s'est fait tout seul. T'as besoin de quelqu'un. Et si t'as besoin, entre guillemets, t'as besoin de quelqu'un quand tu dis j'ai pas besoin de collaborateurs, etc. Ok, mais t'as besoin des clients. Là, c'est vrai. Donc tout le monde a besoin de quelqu'un. Et non, be happy, be healthy. And be successful. That's it. Écoute, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Plaisir les gars. On te souhaite tout ce que tu as dit. Je vous souhaite
la même chose et en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Les gars, sur ce, c'est la fin de l'épisode. N'oubliez pas, le problème n'est pas le jour, Le c'est votre job. problème, c'est votre job. Be